Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'actualité, de la bourse, de mon portefeuille et surtout le sujet principal de cette vidéo, c'est-à-dire valoriser mes deux plus grosses positions, et mes deux seules positions si vous voulez, c'est Total et SAP. Donc Total qui représente à peu près 58% et SAP qui représente 42%. Donc à peu près qui se valent des très grosses positions. Sachant que la position SAP elle est quasiment gratuite, hein. Donc j'ai vendu plus d'un tiers de ma position totale au plus haut, coup de chance. Donc je l'ai vendu entre 75 et 81 avec tous les dividendes engrangés. Donc j'ai pu m'acheter pas mal de pas mal d'actions SAP. Et du coup bah là j'en ai plein. Et on va valoriser tout ça parce que elle vit un sale quart d'heure ou une sale année en général SAP. Du coup on va commencer par une petite aparté d'intro. Donc là on a Cassandra Unchained. Cassandra c'est le compte Twitter de Michael Burry. Michael Burry qui a euh, clôturé son short sur Palantir. Tout le monde s'était moqué de lui, mais faut pas croire, il a beaucoup gagné d'argent. Et son short, hein, il a initié alors que Palantir valait vers les 200, là ça vaut vers les 100. Donc il a gagné pas mal d'argent. Et il a même initié une position sur Microsoft, et il pense que la apocalypse c'est fini. Ok, bon, on va voir ça. Il y a ça aussi, c'est le Titanic qui coule, et c'est sur la courbe de pétrole, parce que tout à l'heure, le WTI est descendu sous 70 dollars. Donc, ça n'en finit plus de baisser, ça n'en finit plus, on y parle. Voilà, donc là c'est ce que je vous avais dit par rapport à Michael Burry. Il a aussi fermé sa position sur Alibaba et il a acheté du JD, très sous-évalué. Ça c'est du pétrole. Alors je voulais vous montrer certains trucs aussi par rapport au pétrole. Alors ça, cette image, elle nous montre trois indicateurs. Alors les deux en bas, vous les connaissez, c'est le cours du Brent et le cours du WTI, donc le pétrole américain, le Western Texas Intermediary. Ok. Le Brent il baisse de presque 4%, le WTI qui baisse 3,70% sous les 70 dollars, alors que le spread, alors la première ligne c'est le spread entre les produits raffinés et le Brent. Et au plus haut, le spread entre les produits raffinés, c'est-à-dire le gasoil, l'essence, diesel, jet fuel, toutes les dérivées avec le pétrole lui-même, alors elles sont toujours au plus haut historique. Presque, elles ont vite fait baisser, mais elles sont toujours très très hautes, alors que le Brent s'est effondré. C'est pas normal et ce spread n'a jamais atteint ces niveaux. Et c'est très inquiétant. En fait, soit les marchés du Brent sont méga manipulés, soit il y a une profonde récession en Chine qui fait que la Chine a fait qu'il n'exporte plus de il n'exporte plus de produits raffinés. Sachez que la Chine a arrêté d'acheter 5 millions de barils journaliers de pétrole. Ils ont arrêté d'acheter ça. Et bah du coup, il y a réellement une demande plus faible, vu que 5 millions de barils par jour ont disparu. Évidemment que le pétrole va baisser. Par contre, est-ce qu'ils arrêtent d'acheter pour une raison qu'on ne connaît pas, ou c'est quoi le truc en fait? Parce que s'il y a une récession, ça expliquerait que ça baisse. Mais en fait, si c'est juste on n'exporte plus de produits raffinés, bah on n'a plus besoin de pétrole brut, parce que c'est le pétrole brut que les raffineries commandent et achètent, vu que les humains n'utilisent pas de pétrole brut, et les raffineries, bah, à leur tour, vendent du pétrole raffiné aux humains. Du coup, s'ils n'en vendent plus, ou ils n'en vendent plus à l'extérieur, ils ont moins de pétrole à acheter dans le marché du Brent, ce qui fait une demande en moins. Bref, on va voir tout ça. Ok, donc ça c'est les actions au plus bas historique, enfin pas au plus bas historique, mais au plus bas de 52 semaines. Voilà, donc il y a aussi une courbe que je voulais vous montrer. Une courbe, elle est où, Déjà, il faut savoir aussi que l'Iran a bombardé 4 tankers ces derniers jours parce que ils n'étaient pas d'accord avec le fait qu'ils traversent sans payer. Donald Trump a publié en mode il n'est pas content, mais c'est comme ça autrement pour l'Iran. Les gens qui pensent que le ceasefire, que le cessez-le-feu est réel, bah, comme vous voulez. Alors là, c'est des graphiques par rapport à tout ce qui se passe en Chine. Secteur automobile qui s'effondre, secteur immobilier qui s'effondre, secteur bancaire qui s'effondre, secteur de la consommation qui s'effondre. Peut-être qu'il y a réellement une récession là-bas. On y est presque. Voilà, ça c'est le graphique que je voulais vous montrer. Alors si vous voyez bien, alors en bleu, c'est les produits raffinés, en rouge, c'est le pétrole brut. Ça se suit en général. Ça se suit avec un décalage près, avec un premium parfois sur les produits raffinés, parfois sur le brut. Comme vous pouvez voir, juste après la guerre, le pétrole brut s'est envolé plus que les trucs raffinés pour
par panique des shortages, c'est-à-dire par panique de pénurie. Ils ont cru qu'il y avait des pénuries, qu'il allait avoir des pénuries, donc ils en ont acheté plein. Mais sinon, là, juste après la guerre, là, en juin, vous voyez une divergence absolument pas normale, qu'on n'a jamais vue dans toute l'histoire. Le pétrole brut s'effondre et le pétrole raffiné réaugmente, presque vers les plus hauts. C'est très très bizarre. Et voilà, donc on laisse le marché nous expliquer où est-ce que les gens se sont trompés ou pas. Donc voilà. Et Trump, pour info, il a lui-même posté un tweet où entre guillemets, il attaque les producteurs de pétrole américains pour le fait qu'ils ne baissent pas les prix par rapport au pétrole raffiné. On verra aussi s'ils vont réagir ou qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis. Mais on peut attaquer directement le but de la vidéo, qui est la valorisation de Total et de SAP. Tout d'abord, je voulais vous montrer un outil que j'ai créé, mon outil. J'en ai déjà parlé, mais là, il est au point. Alors, pour l'instant, il n'est pas payant, il est gratuit, il est public. C'est une sorte d'outil où on peut avoir plein de trucs. Par exemple, on tape l'entreprise, on a le résumé, qu'est-ce qu'elle fait l'entreprise. On peut sélectionner l'entreprise parce qu'on a un menu déroulant, au cas où on tape mal le nom. Donc, le premier onglet, on a toutes les infos et tous les ratios que je juge pertinents d'afficher. Là, c'est pour faire des calculs de rentabilité. Là, c'est pour faire un calcul de prix juste. Je vous expliquerai tout ça, ne vous inquiétez pas. Là, c'est les earnings, donc les prochains earnings, les prochains détachements, les derniers dividendes versés, etc. etc. L'actualité, donc là, c'est des liens cliquables par rapport à l'actualité. Le comparateur, là, c'est pour comparer plusieurs entreprises. Le graphique, si vous voulez faire des graphiques, si vous voulez voir le graphique d'Engie, par exemple, celui-là. On dirait une action tech. On en parlera. Et là, c'est les marchés populaires, en gros, c'est les marchés. Par exemple, là, on a du pétrole brut, pétrole Brent, l'or, CAC 40, Nasdaq, S&P, Dow Jones, le 10 ans américain, le 2 ans américain, les paires les plus importantes. Donc voilà quelques indices. Et puis ça marche pour la plupart, voire toutes les entreprises. Je mets SAP par exemple. Boum. On a SAP l'ADR, mais moi je veux SAP côté en Allemagne. Boum. Voilà. On revient au ratio. Et voilà, donc ça nous donne plein de trucs. Évidemment, parfois, c'est pas mis à jour au jour près. Donc, je scrape les datas de Yahoo Finance. Donc, c'est exactement les infos disponibles sur Yahoo Finance. Voilà. Par rapport à ce que je voulais vous montrer. Donc, la dernière fois, on a fait une valorisation de Total avec un GNL beaucoup plus haut, un prix du baril beaucoup plus haut, et on avait trouvé une valo théorique de 82-83 euros. On y est arrivé. Après, les fondamentaux ont changé, donc on doit réadapter notre scénario. Du coup, voilà, on va faire une sorte de valorisation que je juge très pertinente avec ce type d'entreprise. Donc, une sum of the parts, la somme des parts. Ce que je vais faire, c'est que je vais décortiquer Total en plusieurs segments. Et je vais valoriser ces segments-là comme si c'était des entreprises cotées en bourse, toutes seules. Et puis à la fin, je vais tout ajouter. Il se trouve que Total a 4 segments. Il a un segment exploration-production, donc pétrole-gaz. Ils ont un segment integrated gas, donc tout ce qui est GNL, trading de GNL, gaz, etc. Ils ont un segment integrated power, donc génération d'électricité, énergie renouvelable, distribution d'énergie, blablabla. Et ils ont un dernier segment, c'est le marketing. En fait, c'est le downstream, c'est-à-dire tout ce qui est raffinerie, marketing, vente, station-service, produits raffinés, etc. Mes hypothèses sont un Brent durablement 75. Comme je vous ai montré, on est à 73, c'est pas normal. C'est pas du tout normal, alors que les produits raffinés sont en plus haut. Je pense qu'on va vite remonter à 75, voire 80, voire 85. Patrick Pouyanné a dit que pour lui c'était plus 80-85 pour le restant de l'année. Moi je prends juste 75. Le prix du gaz, 40 euros par mégawattheure. Il vaut combien aujourd'hui? Il vaut 40 pile. Voilà. Sachant qu'il a bien monté avec la guerre, mais pour de bonnes raisons. Maintenant, le Qatar a des infrastructures endommagées par rapport au GNL, et puis tous les contrats que les Européens ont passés avec les Américains qui vont leur faire payer très cher. Du coup, je pense pas qu'on va retomber sur les prix d'avant-guerre. Par contre, sachez qu'on a bien descendu. Donc 40, je pense que c'est raisonnable. Donc 40, la logistique maritime, j'ai estimé qu'il y aura une réouverture progressive et qu'il y aura des coûts et des frais, d'autres frais d'assurance, du fait que Total ne va pas gagner autant d'argent dès l'ouverture du détroit. J'ai aussi simulé des retards sur les infrastructures GNL au Qatar.
comme quoi ils auront de la difficulté à faire de la croissance des volumes produits en GNL au Qatar la première année. Et par rapport à la génération d'électricité, Pouyanné parle de 100-120 TWh pour 2030. Moi j'ai mis 90. Taux de change, j'ai mis 1,10 $ pour 1 euro. C'est entre 1,12 et 1,13, je pense, 1,14. Du coup, moi je vais aller voir le free cash flow par segment. On a dit qu'il y a 4 segments. Premier segment, c'est l'exploration-production. À 75 dollars le baril, le segment exploration-production, il fait 9,5 milliards de dollars, donc à peu près 8,64 milliards d'euros. Bien. Integrated Energy, il fait 4,36 milliards d'euros. Bien, ça c'est du free cash flow toujours. Integrated Power, il est en très forte croissance, il va passer free cash flow positif, il va nous faire 1 milliard. Le downstream, il va nous faire 2,36 milliards. Il n'est pas très rentable, mais il fait beaucoup de chiffres d'affaires. Voilà, donc on a les 4 segments avec les 4 free cash flow. Par contre, on va pas tout ajouter et tout multiplier par un multiple. On va valoriser chaque chose toute seule. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, Engie, c'est une utility. Vous avez tous vu à quel point elle s'est envolée les dernières années. Que ce soit Engie, que ce soit Iberdrola. Regardez-moi Engie, le graphique. Vous avez vu, c'est une crypto en fait. Elle a triplé. Elle cotait en 2022 moins de 10 euros. Elle cotait 8 balles. Et là, c'est à 27. Donc, en fait, c'est plus que x3. C'est x3 et quelques. Du coup, le PER avec lequel elle s'échange, c'est 18. On va voir Iberdrola. Parce qu'Iberdrola, c'est aussi une utility. Je sais pas comment ça s'écrit. Comme ça. Ouais, comme ça. Alors, aïe aïe aïe, un PER de 27, c'est encore pire ça. Voyons le graphique. C'est la même gueule en fait. C'est la même gueule. Ça s'est changé à peu près à moins de 10 balles. Et là, ça s'est envolé. 21. Une autre utility que je connais. Genre, je en connais aux États-Unis, Constellation Energy, etc. Mais elle coûte très très cher. Donc voilà par rapport aux utilities. Et c'est pour ça que Integrated Power, vu que c'est un segment utility, c'est de la production d'électricité, avec des fermes de panneaux solaires, ou d'énergie renouvelable, ou du gaz, c'est pas un multiple de 3 ou de 5 ou de 10 que je vais lui attribuer, c'est plutôt un multiple d'une entreprise d'utility. Même si elle est en très forte croissance, je vais pas prendre en compte ça, mais au moins un multiple d'utility. Du coup, on résume. Le secteur production-exploration, je lui mets un multiple de 10. Donc valeur d'entreprise sur free cash flow, multiple de 10. Valeur d'entreprise, du coup, évidemment, on compte pas la dette ici, on va la compter à la fin. Valeur d'entreprise, on peut dire capitalisation. On peut dire capitalisation du sous-segment. 86 milliards, vu que ça rapporte 8,64 avec un baril de 75 que je trouve durable, sachant qu'ils augmentent les marges, etc. Avec un multiple de 10. On a un free cash flow de 4,36. J'applique un multiple de 13. Alors le gaz, c'est beaucoup, beaucoup plus résilient que le pétrole, sachant que c'est une source d'énergie de transport. Pardon, c'est une source d'énergie globale et non pas une énergie de transport. Le pétrole, on se déplace avec, on se chauffe pas avec, on ne s'éclaire pas avec, même si c'est possible. Par contre, le gaz, on se chauffe avec, on se climatise avec, on s'éclaire avec et autres. Du coup, multiple de 13, sachant qu'ils sont aussi en croissance. Là, récemment, hier, ils ont pris une participation de 10% dans une nouvelle concession à Abu Dhabi, avec ADNOC et BP, je crois. Donc voilà, donc je mets 13, ça fait 56 milliards. Integrated Power, je mets 15. J'aurais pu mettre 18, hein, mais je mets 15, ça fait 15 milliards. Et le downstream, c'est un vieux secteur. Par contre, c'est du raffinage. On a vu que les marges de raffinage sont bonnes en ce moment, vu les produits raffinés qui sont hauts. Donc je mets quand même un multiple de 10, ce qui aura des pâquerettes. Ce qui nous fait 23 milliards. On ajoute le tout, voilà. On enlève la dette, c'est n'importe quoi, ils n'ont pas de dette, presque, 14 milliards. On aurait pu ne pas la compter, mais on la compte. Ça fait 67, alors on est très conservateur. Et puis, le nombre d'actions en circulation, 2,35, qui en fort rachat. Le trimestre dernier, ils ont acheté 200 millions d'actions. Donc là, ne vous étonnez pas si le trimestre prochain ou les 2 trimestres prochains, vous trouvez un 2,1 ici. Voilà, donc on divise 167 milliards par 2,3 milliards, ça nous donne 71,14 euros. Et je mets une petite prime d'exploration parce qu'ils ont des des actifs à très très fort potentiel qu'ils n'ont pas encore utilisé, comme tout ce qui est jugé lieu récent géologique majeur. Voilà, donc une prime liée au récent succès géologique, donc tout ce qu'ils ont découvert en Namibie, bloc Vénus, etc. Donc c'est très hautement rentable.
C'est là où Pouyani nous dit on va ouvrir de nouveaux puits accrétifs suite aux fermetures des puits qu'ils ont bloqués par Hormuz. Du coup, si on met une prime de 3,5, moi je mettrais même 4, on est à 75 balles à peu près. 75 balles, c'est le prix théorique avec des hypothèses très conservatrices. Alors maintenant, on est à quel prix? On est à quel prix? On est à quel prix? En la cas. On peut écrire tout le nom, hein, sauf que moi j'aime bien taper le ticker direct. On est à 68,36. Quelle honte! Quelle honte! Moi, j'ai accumulé la plupart de mes totals vers les 50 euros. Et du coup, vu que je renforce très légèrement en ce moment, bah, mon prix augmente. Il augmente fortement, PRU, il augmente vite. Genre là, maintenant, mon PRU, il est de 55. Pourquoi il augmente aussi fort? Parce que mon PRU initial était tellement bas que, voilà, ça augmente. Du coup, voilà, j'ai toujours moins des 2 tiers, enfin presque les 2 tiers de ma position initiale, vu que le reste je l'ai balancé sur SAP. Du coup, voilà, total 68 euros. Je pense qu'il y a un très léger upside à aller chercher. Mais sinon, c'est une entreprise à très fort cash flow, dividende plus de 5%, qui va augmenter. Hein. Le 2 juillet, on va recevoir le dividende de 0,85 euros par action. Mais à partir d'octobre, ça sera 0,9 euros par action. L'entreprise gère bien sa dette, gère bien sa croissance, gère bien les rachats d'actions. Franchement, j'adore cette entreprise. Et pour les fans d'analyse technique, il y a un support. Et franchement, l'analyse technique, j'ai longtemps sous-estimé. Mais en fait, désolé pour les fans d'analyse technique de vous avoir sous-estimé. C'est très fort. L'analyse technique, franchement, l'analyse technique, c'est n'importe quoi. Ça. Alors, est-ce que vous le voyez ou pas? Il y a un méga support vers les 67 à peu près. On va bientôt y arriver. Vers les 66, 80, un truc comme ça. Prenez l'épaisseur du trait, c'est vers les 67, il y a un méga support. Je vais même vous le tracer, tiens. Hop. On va venir là. Voilà, on tape. On fait comme ça. Voilà. On met une couleur cool. Voilà. Du coup, ce support, je suis sûr et certain qu'on va aller le chercher. J'en suis sûr et certain, on va aller le chercher. Et on va rebondir dessus et continuer notre aventure. Est-ce que vous le voyez? Hein? Peut-être j'ai trop... Ouais, là c'est mieux, je pense. Voilà, comme ça. Il y a un support. Boum. Ça revient et ça va le taper. Du coup, moi, je renforce vite un petit peu, mais les dividendes que je vais recevoir, si je les reçois et qu'on tape le support, je mets tout sur Total. Sinon, je continue à diversifier un petit peu Total, un petit peu SAP. Donc, moi, je pense qu'on va le toucher. On va aller à la hausse un petit peu. Au moins rejoindre la prochaine résistance vers les 72, 73, un truc comme ça. Parce que je pense que, en ce moment, le scénario le plus probable, c'est le scénario qui nous donne un prix théorique de 75. Et il se trouve qu'on a une résistance vers 72-73, qu'on peut aller chercher la résistance, dépasser la résistance, revenir sur le support, rester osciller dans le range des 68, 74, 68, 74, et puis vivre notre vie là-bas, en attendant de voir le marché pétrolier, qu'est-ce qu'il va faire. Moi, je consolide à plus de 5% de rendement. Avant, c'était 6% de rendement ma condition pour acheter Total. Mais en vrai de vrai, c'est tellement une belle entreprise, tellement solide. C'est même pas 40% des free cash flow qui nous réservent en dividende, qui nous reversent en dividende. C'est méga solide. Par contre, évidemment, ça suit les cours du pétrole. Puis si ça casse là, on va aller au moins vers les 56, puis vers les 55, puis vers les 53, et puis il y a des supports plus loin vers les 49. Donc celui-là, il est pas mal puissant. Là. Il a été travaillé. Donc je pense que 66, 67, 68. 68, on y est déjà. Donc je pense qu'on va vite fait descendre vers les 67. Moi, je commence à y croire à l'analyse technique et le plus gros de mes décisions sont prises suite à des analyses fondamentales. L'analyse technique est réelle. Je le vis chaque jour. Tous les trucs que je trace, vous allez voir pour SAP. Du coup, voilà pour Total. Très belle entreprise. Vous avez les hypothèses. Vous pouvez mettre en commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Concernant SAP, bah, vu que c'est une entreprise pas cyclique, vous pourrez utiliser mon logiciel directement pour la valoriser. Alors, bim, 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 SAP. On prend SAP. On ne veut pas l'ADR. Ah, plus 4%, tiens. C'est-à-dire elle a continué la hausse après clôture. Bah, vous savez quoi, on va vérifier. On va mettre zone bourse. Parce que zone bourse, parfois, il nous donne l'après-clôture. Rien de spécial. On prend 0,61% après clôture.
Ok, ok. Donc je pense que c'est le dollar qui doit avoir baissé pour que l'ADR explose et que celle en euros ne bouge pas beaucoup. Du coup, d'accord. Donc on tape SAP, on a toutes les infos. On a actuellement PR de 21, PR forward de moins de 16, c'est dinguerie. Un price to free cash flow moins de 20. Alors, ils ont beaucoup plus de free cash flow que de earnings parce qu'ils ont acheté beaucoup de data centers ces dernières années et l'amortissement des data centers entre en jeu. Et ils ont aussi un besoin de fonds de roulement négatif, c'est-à-dire ils reçoivent l'argent avant de donner le service, parce qu'ils ont des abonnements et des revenus récurrents. Donc très bien. Ils ont quasiment pas de dette. Ils ont une dette nette positive, c'est-à-dire plus de cash que de dette. Du coup, voilà, le free cash flow il est à 8,14 milliards, alors que le earnings il doit être vers les 6. Très très belle entreprise. Franchement, SAP c'est une dinguerie. Alors, voilà les deux façons avec lesquelles je pourrais les valoriser avec mon logiciel. Je remets comme ça. En fait, la première partie, elle nous donne un horizon d'investissement, une croissance des bénéfices estimés, que j'estime, un PER à la phase terminale. Alors moi, je me dis, moi, je ne sais pas ce qui se passe après 2030, même 2029. Du coup, je me dis, horizon 3 ans. Le CAGR, le management me dit que il va faire entre 12 et 15% par an. Moi, je ne les crois pas. Je pense que 10%, c'est déjà très bien. Et 10%, c'est faisable, sachant qu'ils rachètent leurs actions, etc. Bien. Le PER dans 3 ans. Moi, j'ai vu SAP s'échanger à des multiples de 50, de 60, de 40, de 35. Mais un PER d'une entreprise avec un mode méga ultra profond, une entreprise comme SAP qui fait de la croissance, qui n'a pas de dette, qui est solide, qui est dans la tendance de l'IA, même si vous voulez pas le croire, parce qu'ils ont Joule, et ils ont plein de façons pour implémenter Anthropic. Ils sont même actionnaires d'Anthropic. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Du coup, moi, je donne 25 fois les bénéfices pour cette entreprise. Et en plus, sachant que les Allemands, euh, ils n'ont pas beaucoup d'autres boîtes. Et leur Bund, c'est-à-dire leur obligation à eux, elle ne donne que 3%. Du coup, 3%, c'est nul. Tu vas acheter des actions, en fait. Et en fait, 3%, avec la hausse d'inflation et compagnie. Normalement, ils donnaient du 2,80. Du coup, si on met ces hypothèses-là, qui sont très conservatrices, on fait du 15,4% par an de performance si on l'achète au prix actuel. C'est très très bien. Supposons, vous me dites non, non, 25 fois les bénéfices c'est trop, moi je dis 22. Entre 20 et 25. À 22, vous faites du 10% par an, qui est très bien. Moi, mon objectif c'est de faire plus de 10% par an. C'est tout. Cette année, j'en fais plus, mais j'ai de la chance, hein, c'est tout. Supposons maintenant, on prend 5 prochaines années, on se dit que ça va se normaliser, on va prendre 8 en tout, et supposons, on fait 23. Voilà. À 23 fois les bénéfices, on fait du 9,3% par an. Franchement, c'est hyper, hyper conservateur. Il faut prendre 25 ici pour être honnête. Tu prends du 25, tu fais du 11%. Avec un CAGR de 8. C'est nul pour une SaaS. Sachant qu'ils gagnent des contrats chaque année, chaque mois, chaque trimestre. Ils ont gagné Rolls-Royce comme nouveau client. Et une fois que tu es client chez eux, c'est fini, tu ne sors plus. Tellement tout est optimisé. Du coup, très belle entreprise. Maintenant, la deuxième façon de valoriser, même chose, je donne le rendement que je veux. Je donne les EPS en croissance, CAGR, l'horizon et le PE futur. Par exemple, je dis sur les 3 prochaines années, ils vont faire du 10. J'attends du 10. Mon horizon, c'est 3. Et le PE futur, c'est 25. Et du coup, il me dit c'est très sous-évalué. Et du coup, on a un bon point d'entrée. On peut acheter jusqu'à 156. Donc, c'est un petit peu le même truc que la page précédente, mais je vais vous montrer la subtilité de cette page. Hop, je mets juste ça. Euh, Ce qui est cool, c'est que par exemple, je peux mettre 8, je peux mettre 5, je peux mettre le rendement attendu. En fait, c'est une façon d'actualiser. Parce que regardez, là, ça m'affiche en vert, donc je fais du 10% par an avec ces hypothèses. Je peux mettre ici du 20, allez. Par contre, le rendement attendu, j'attends que du 8%. 8%, je suis bien. Même avec du 8%, avec 20 de PER, c'est surévalué. En vrai de vrai, c'est une très belle entreprise, elle est sous-évaluée, mais elle n'est pas au ras des pâquerettes non plus. C'est-à-dire, elle est toujours avec un petit premium par rapport à Salesforce, etc. On va la comparer tout de suite, de toute façon. Donc là, quelque chose de réaliste, c'est 8.
On attend un rendement de 10, parce qu'on n'est pas là pour rigoler. Un horizon, allez, on met 5, un PE futur, allez, de 23 000. De 23, il faudrait l'acheter à 130. 130, moi j'en ai acheté quelques-unes à 130 récemment. On met juste 8,5% de croissance au lieu de 8. Et on est presque au prix. Qu'il faudra mettre 9 pour être remonté. Voilà. On compare SAP avec ses concurrents. Alors vous connaissez sûrement Salesforce. On l'ajoute. Vous connaissez sûrement ServiceNow. On l'ajoute. J'ai configuré l'outil pour qu'il nous mette 2 au maximum. On aurait pu mettre Paycheck ou d'autres entreprises, mais ces deux-là, c'est les vrais, on va dire pas concurrents, mais c'est les plus proches. Il y a aussi Microsoft et Oracle sur la partie ERP. Donc là, regardez-moi cette beauté d'outils, voilà, comme ça, que vous voulez plus. Alors, SAP, CRM et Now, donc le prix, ok, on s'en fout. Market cap, on s'en fout. Price to sales. SAP, elle se négocie avec un léger premium par rapport à CRM, mais Now, Service Now, elle est beaucoup plus chère. Le PER, on est à 21, CRM à 18, Salesforce à 18, Now à 58. Le forward, on est à 15 et quelques pour SAP, donc on est au ras des pâquerettes, on est méga éclaté. CRM, c'est au placard. CRM, c'est franchement une grosse opportunité. Sauf que CRM, ils sont sur les CRM, c'est comme les ERP, c'est Customer Relation Management, c'est plus disruptible que les ERP, surtout quand ils sont intégrés dans des industries. C'est pour ça que je ne vais pas sur Salesforce, parce qu'il y a plus de risques, même si c'est plus sous-évalué. Alors que pour là, on a 19. Price to free cash flow, on est presque au même prix avec ServiceNow. Aïe, 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 aïe. 7 pour CRM. 7. Wow. Alors là, PEG, c'est le Price Earning to Growth, dire le PER divisé par la croissance. On a 1,36 qui est très bien pour SAP, mais on a sous 1 pour les deux autres, c'est-à-dire elle croît très vite. Le Price to Book, la moins chère, c'est SAP. Et du coup, le dividende, le meilleur, c'est SAP parce qu'ils rendent beaucoup de dividendes alors que les autres, ils rachètent les actions. Donc voilà par rapport aux concurrents. Je vois ça comme ça. Vous voyez, je vais enlever CRM et Now pour mettre Microsoft. Regardez. Price to sales, on est moins cher que Microsoft, évidemment. Déjà, Microsoft, elle monte. Hein. Le PER, ça se vaut. PER forward, on est mieux. Price to free cash flow, alors Microsoft, elle a plus de free cash flow tellement elle met tout en capex. SAP, elle a des capex très petits, donc capex light. J'adore ça. Et il va baisser sur le long terme. Le PEG, Microsoft est légèrement mieux. Le price to book, SAP est mieux. Le dividende, SAP est mieux. Mais Microsoft rachète des actions et balance tout dans le capex, donc on peut comprendre. Voilà pour SAP. SAP au prix actuel, avec des hypothèses normales, pas très conservatrices comme hypothèse, mais pas non plus très optimistes. On a des rendements de ouf. Si on est optimiste, regardez. On fait tout ça. Moi, si je suis optimiste, ça va croître de 10% par an les 5 prochaines années, et on s'échange à 25 fois les bénéfices. Et bah, on est méga bon en fait. Alors, ça peut même croître à 12%. Et si ça croît 12%, c'est quoi la rentabilité? Alors, on croît par 12. Ah, si on croît par 12%, c'est 15,3 la rentabilité. Par an. Le rendement par an, notre perf va faire 15,3% par an. Donc c'est très très bien. Et c'est pas non plus très optimiste, c'est juste normal. C'est le base case, on va dire. Le beer case, c'est là où je mets 8. Mais même si je mets 8, moi je suis bien. Ça me fait du 11. Donc voilà pour SAP. J'en achète quand je peux, avec du total. C'est mes seules entreprises du moment. Il y a aussi Microsoft, qui est une très belle entreprise en ce moment. J'avais pas vu qu'elle avait monté. Microsoft. Ouais, elle a pris 5% aujourd'hui. Ah, c'est bien ça. Ouais, elle a pris 5%. Il y a aussi Netflix, très belle entreprise qui chute à mort. 3%. Ok, c'est très bien. Netflix, regardez, Netflix, c'est de la consommation courante, limite. Les gens n'enlèvent pas leurs abonnements comme ça. On a un PER bas, on a une croissance folle, un prix par free cash flow de 12. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'on a comme Meta, je sais pas ce qu'elle fait aujourd'hui, Meta. Elle a pris 1%. 550, c'est très très peu. Franchement, il y a des opportunités. Il y a des opportunités. Juste que moi, j'ai la flemme de mettre de l'argent sur le CT en ce moment. Je préfère. En fait, j'aime pas mettre 1000 balles sur une ligne. J'aime mettre
beaucoup sur une ligne. Comme dit Warren Buffett, ça sert à rien de mettre de l'argent sur ta 10e entreprise, alors que ta première et ta deuxième entreprise, c'est celle où tu as le plus de conviction. Donc, mets de l'argent là où tu as le plus de conviction. Et même si j'ai beaucoup de conviction sur Microsoft, moi, c'est des sommes à 4-5 chiffres que j'aime avoir sur des entreprises. Si je mets 1000 balles, ça va rien me faire. Même si ça double. Allez, ça double, ça fait 100%. 1000 balles, je vais gagner 1000 balles. 1000 balles, c'est bien, mais ça va pas changer ma vie. Et du coup, moi, je fais de la bourse. J'investis chaque mois. Je fais des efforts à côté pour gagner de l'argent, pour investir et pour que ça me fasse changer ma vie. Pour que je double mon capital chaque 5, 6, 7 ans. Et pour que je construise une certaine richesse pour me permettre de vivre mieux. 1000 balles, c'est bien, mais 1000 balles, c'est c'est pas grand chose, je veux dire. C'est quelques meubles Ikea et puis voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à mettre des commentaires. Et puis, vous pouvez me poser des questions sur l'outil si vous êtes intéressé. Et puis voilà. À la prochaine.